Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est aujourd'hui Mardi Gras et dans de nombreuses villes à travers le monde, on fait la fête. C'est le cas notamment à la Nouvelle-Orléans où nous conduit aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est Lorena Martin qui tout à l'heure nous proposera d'aller humer l'air du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Dans cette Louisiane chère aux Français, c'est un des grands musiciens du XXe siècle que je vous propose en attendant de retrouver Louis Armstrong himself. Et pour nous parler d'Armstrong, vous avez invité Eva Rock et Fred Goati. Et oui, Fred Goati dirige la rédaction de Jazz Magazine, notamment. Quant à Eva Rock, il y a longtemps qu'on ne la présente plus aux auditeurs d'Europe 1. Avec eux, avec vous, avec toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire, nous allons fêter en musique nos lauriers fraîchement coupés. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans, à l'aube du XXe siècle. Il faut imaginer sur les rives du Mississippi, une ville avec de grandes bâtisses coloniales, des maisons en bois aux couleurs rutilantes. Dans la chaleur humide de l'été, le bourdonnement des moustiques. Il règne là une atmosphère à la fois crasseuse, violente, mais enivrante de vitalité. Les rues grouillent de monde, à chaque carrefour résonnent des notes de trompette, de clarinette, de batterie, des rythmes entraînants, du ragtime, du blues, du gospel. On est dans une Amérique qui est très marquée à l'époque, une Amérique tout le sud, notamment des États-Unis, marquée par la ségrégation. Sur un trottoir, un petit garçon noir, au sourire immense, joue du cornet à piston. Il a 12 ans. Il s'appelle Louis Armstrong. Il souffle dans son instrument en cuivre. Il faut imaginer les joues gonflées comme des ballons, les yeux brillants. Et il bat le rythme avec le pied sur le trottoir. Certes, il ne sait pas déchiffrer une partition, mais il fait sortir de son instrument des sons étonnamment justes, des notes rondes, éclatantes. Il joue d'instinct, cet enfant-là, uniquement guidé par l'intuition. Autour de lui, la foule se masse peu à peu, fascinée donc par ce petit prodige qui a le sens du rythme jusqu'au bout des orteils et qui semble avoir chopé le virus du swing. Qui, alors, pourrait deviner que cet enfant va révolutionner la musique et donner ses lettres de noblesse au rythme de la Louisiane profonde? Le petit Armstrong semble plutôt destiné, disons-le, à l'époque, à une vie de misère et de délinquance. Dans cette ville qu'on associe à l'époque à un haut lieu du vice. Louis a été abandonné par son père. Sa mère est une prostituée. L'enfant grandit élevé par sa grand-mère dans un des quartiers les plus dangereux, les plus violents de la Nouvelle-Orléans, le quartier des maisons de passe qu'on surnomme alors le champ de bataille, the battlefield. Pour survivre, le garçon pratique le vol à l'étalage. Pourtant, il va faire une série de rencontres qui vont changer sa vie. Il faut vous dire que c'est un petit garçon absolument charmant, à la personnalité irrésistible. Il s'attire notamment la sympathie de ses voisins, les Kamovski. Les Kamovski sont une famille juive d'origine russe qui se prend d'affection pour lui, qui l'invite régulièrement à dîner. Les Kamovski lui offrent du travail, notamment il va livrer du charbon. Ils lui apprennent des chansons et puis surtout, il lui offre son premier cornet à piston. Voilà l'instrument, voilà comment il est arrivé au bord de ses lèvres, si je puis dire. Un jour, c'est un 1er janvier, il a 12 ans à ce moment-là, Louis, il s'amuse à tirer un coup de pistolet en l'air avec une arme qu'il a trouvée dans les affaires de sa mère. C'est sa façon de fêter la nouvelle année, si vous voulez. Il est immédiatement arrêté, ça a fait du bruit, c'est le cas de le dire. Il est arrêté, envoyé dans une maison de redressement pour les enfants noirs abandonnés, la Colored Waif's Home. Contre toute attente, ce qui devrait être la fin de tous ses espoirs, c'est au contraire la chance de sa vie. Parce que dans ce foyer d'accueil, il y a un professeur de musique, il s'appelle Peter Davis. Mr. Davis voit d'abord en Louis un petit voyou comme les autres, un garçon dont on ne tirera jamais rien de bon, seulement petit à petit et même assez vite, il décèle en lui quelque chose d'inhabituel. Le garçon a un don, c'est évident, c'est patent, une disposition pour la musique. Jamais Peter Davis n'avait encore vu ça chez un enfant quelconque, il n'avait jamais repéré un tel talent. Louis lui parle de sa passion pour la trompette, alors le prof accepte de lui donner des leçons, il va lui apprendre comment on souffle, comment on positionne bien ses lèvres, vous savez. Et c'est peut-être à cet homme-là que Louis Armstrong devra finalement tout le reste de sa carrière, parce qu'un peu plus tard, 1 an plus tard exactement, lorsqu'il sort du foyer d'accueil, l'adolescent sait que désormais la musique ne le quittera plus. Surtout
Maintenant, il a chevillé au corps cette volonté farouche de se sortir de la misère. Il continue de faire des petits jobs. Alors, on le voit laitier, livreur de journaux, cireur de chaussures. Enfin, vous savez, vous connaissez ça. Sa priorité, désormais, c'est de jouer de la trompette. Il joue dans des fanfares, dans les parades de rue, dans des clubs aussi. Il sait toujours pas lire les notes, mais il improvise. Il a cette oreille absolue, cette mémoire incroyable. Il lui suffit d'entendre un air une fois pour qu'il le joue ensuite d'oreille. Très vite, on va le surnommer Satchmo. Ça vient de Satchel Mouth, la bouche en forme de sacoche. Parce qu'il faut dire qu'il a une grande bouche. Oui. Au tournant des années 20, Louis est engagé par le pianiste Fate Marable pour jouer dans l'orchestre du Mississippi River Boat, qui est un bateau de croisière, vous savez, qui sillonne le Mississippi. C'est ainsi que le jeune Louis commence à se forger une réputation. Il va être repéré par un homme qui va donner un élan fondamental à sa carrière. L'homme en question, c'est un chef d'orchestre et compositeur, Joe King Oliver, l'un des pionniers du jazz. Il faut quand même pas oublier qu'à cette époque, le blues, le jazz sont encore considérés comme des musiques du diable, jouées par des personnes de couleur regardées comme infréquentables par la bonne société. Or, en ce début des années 20, King Oliver s'efforce de changer justement l'image qu'on a du jazz. Il a créé un véritable orchestre à Chicago, le Creole Jazz Band. Une formation qui se veut tout à fait respectable, composée uniquement de musiciens professionnels, orchestre qui se produit même au prestigieux Lincoln Garden, vous voyez, respectable donc, et inventif. King Oliver a offert à Louis Armstrong une place de second trompette dans son orchestre, et lorsque le jeune homme arrive pour la première fois au Lincoln Garden, il est tellement intimidé par ces musiciens professionnels en costume impeccable que son premier réflexe, c'est de vouloir tourner les talons et de repartir dans sa Louisiane, le pauvre. Il se dit qu'il ne sera jamais à la hauteur, c'est pas possible. Eh bien, pourtant, allez, il se cramponne, si je puis dire. Il se lance, le voilà sur scène, au milieu de l'orchestre. Les notes se mettent à couler, sans aucun effort de sa trompette. Elles filent comme ça, vous savez, les unes après les autres, dans des harmonies toutes plus parfaites. Louis improvise, il n'est jamais à court d'idées. Et en général, King Oliver joue un premier solo improvisé. Louis l'écoute attentivement et puis il lui répond avec sa trompette. C'est un dialogue qui s'instaure comme ça. Les deux joueurs s'amusent à s'imiter mutuellement. Le public est ravi. Ils s'imitent pas seulement en s'écoutant, mais aussi en observant leurs doigts. Et pour tester sa nouvelle recrue, King Oliver cache sa main droite sous un mouchoir pour préserver les secrets de sa maîtrise des pistons. Seulement, vous pensez bien que c'est pas ce qui va intimider Louis, qui lui a cette espèce de technique innée. Il a ça en lui, qu'est-ce que vous voulez ? Dans le Creole Jazz Band, il y a une jeune pianiste noire au sourire envoûtant. Elle a les cheveux courts coupés juste au-dessus des oreilles. Elle s'appelle Lil Hardin. Très vite, Louis tombe amoureux d'elle. Il veut déjà l'épouser. Plus tard, c'est elle qui le convaincra de quitter Chicago pour aller faire ses preuves dans un vrai grand orchestre, celui de Fletcher Anderson qui dirige le premier grand orchestre noir à New York. Ça y est, c'est décidé. Louis ira à New York, il ira faire ses preuves et inutile de vous dire que ce qui l'attend là-bas, dans la grande pomme, ce qui l'attend, c'est le plus éclatant des succès. Europe 1 qui nous dit que personne ne peut savoir ce qu'il a vécu. Nobody knows the trouble I've seen. C'était en 1962 et aujourd'hui c'est Franck Ferrand qui fait planer un air de Nouvelle-Orléans sur Europe 1 en vous racontant les débuts du trompettiste Louis Armstrong. Nous sommes en 1924. Le jeune musicien originaire de la Nouvelle-Orléans arrive pour la première fois à New York. C'est son amoureuse Lil Hardin qui l'a convaincu d'aller à New York. Alors juste pour qu'on se fasse une idée de ce qui se passe là-bas, à quoi ressemble le monde du jazz à ce moment-là à New York en 24 ? Un monde heureux, si je puis dire. New York est en train de devenir un centre important de jazz et prend le relais de Chicago. Pour l'instant, c'est une musique encore nouvelle qui se concentre en grande partie dans le quartier de Harlem. On est tout au nord de Manhattan, un quartier afro-américain assez pauvre. Les premiers clubs de jazz vont ouvrir là, à la limite, si je puis dire, le Cotton Club, le Small's Paradise. Ils sont très fréquentés quand même par un public blanc qui prend le métro, la ligne A, vous savez, pour se rendre directement à Harlem. Harlem attire les grands musiciens de cette catégorie, les artistes Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Billie Holiday, Fats Waller. À peine arrivé à New York, Louis Armstrong va très vite lui-même rencontrer son public, si je puis dire. C'est le succès. Personne dans la grande ville de l'Est n'avait encore rien entendu de pareil. Cette maîtrise du tempo, ce swing incroyable, un phrasé impeccable, des notes limpides.
Tout Harlem s'éprend de lui, nous dit Michel Bouju. Il stupéfie les musiciens par ses dons d'invention, ainsi qu'en témoigne le trompettiste Rex Stewart, qu'il cite. Louis fut le héros du jour et je devins fou de lui comme le reste de la ville. J'essayais de marcher comme lui, de parler comme lui, de manger comme lui. Il est sollicité en effet par les plus grandes divas du blues, dont la grande Bessie Smith, qui l'accompagne désormais régulièrement. C'est à cette époque qu'il crée son propre orchestre, les Hot Five. Partout à New York, on s'arrache ses disques, on fredonne ses titres. Mandy Make Up Your Mind, Money Blues. Lorsqu'il se produit en concert, toujours dans des smokings impeccables, il est toujours tiré à 4 épingles, Louis Armstrong, il affiche cet immense sourire et il déchaîne les foules. Les affiches annoncent attraction spéciale, le grand, the great Louis Armstrong en personne. On est fasciné par ses inventions, par sa créativité. Il est le premier, par exemple, à remplacer les paroles des chansons par des onomatopées, on va appeler ça le scat, mais surtout par sa technique inimitable, sa capacité à atteindre avec la trompette des notes qu'on aurait cru impossibles. Il devient notamment célèbre pour le fameux contre-fa que tout le monde vient écouter. Au début des années 30, toutes les portes s'ouvrent à lui. Il abandonne les Hot Five, qui entre-temps sont devenus les Hot Seven, pour de grandes formations, notamment celle de Louis Roussel. Il s'associe également avec le grand pianiste de jazz dont je vous parlais, Fats Waller, qui était la vedette de la revue Hot Chocolate à l'époque, et il se met à faire des tournées dans toute l'Amérique. Il revient à Chicago, on le voit à Dallas, à Houston, à Memphis, Saint-Louis, Philadelphie, etc. Or, pendant ces tournées, il est souvent confronté à cette violence dont je vous parlais, cette Amérique marquée par le conflit racial. C'est vraiment infernal pour un noir de se produire dans le sud, dira-t-il. Il est obligé de s'entourer de gardes du corps. En tournée, impossible de trouver un endroit convenable pour manger, dormir ou aller aux toilettes. À Chicago, chaque fois que vous regardez autour de vous, vous avez l'impression qu'il y a un pistolet braqué dans votre direction, dit-il. Un jour de l'année 31, alors que son orchestre doit se produire à Memphis, il est arrêté par la police. Et un des musiciens raconte « Quand le bus est entré dans la ville, on nous a regardés avec des yeux ronds. Vous pensez, des hommes de couleur bien habillés. Et puis, il y avait Louis assis à l'avant en conversation avec une femme blanche, l'épouse de notre manager. Il ne pouvait pas laisser passer ça. » Armstrong et son orchestre vont quand même aller passer toute la nuit en prison. Et le lendemain, lorsqu'on les libère, Louis participe à une émission de radio et il annonce « Mesdames, Messieurs, je suis Louis Satchmo Armstrong. Les gars et moi-même, nous allons dédier notre premier morceau au chef de la police. Le morceau s'appelle « Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille ». L'année suivante, 1932, est un tournant pour la première fois de sa vie. Louis Armstrong se rend en Europe, il embarque avec sa nouvelle compagne, Alpha Smith, à bord du SS Majestic, et on lui fait évidemment un grand accueil. À Londres, il va se produire au London Palladium avec un orchestre de musiciens noirs recrutés à Paris. Un critique anglais écrit « C'est un phénomène unique, une personnalité électrique, le meilleur que l'Amérique nous ait jamais envoyé. » Peu à peu, Louis devient une très grande vedette, donc, et en même temps, il a du mal à jouer. Et c'est toute la dureté de cette affaire. La pression de l'instrument sur sa bouche lui a abîmé les lèvres. Il a maintenant une large empreinte désormais visible. Vous avez vu ça forcément en photo, sur sa lèvre supérieure, même lorsqu'il ne joue pas. Et à force de toujours chercher les notes les plus aiguës, eh bien, ses lèvres se sont mises à craqueler. Pour rien au monde, Louis n'abandonnerait pour autant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez le parcours de Louis Armstrong. Nous sommes à un tournant dans sa carrière maintenant parce que cette trompette lui a fait craqueler les lèvres et il se demande s'il va pouvoir continuer à jouer. Oui, il souffre beaucoup. Je voudrais annuler des concerts, dit-il, mais dans ce métier, pour annuler, il faut être mort. C'est peut-être d'ailleurs, c'est même sûrement en raison de cette plaie sur les lèvres que Louis Armstrong va faire ses débuts comme vocaliste. Il ne se contente plus de jouer de la trompette, il chante maintenant avec cette voix grave, rocailleuse, presque enrouée que nous avons entendue tout à l'heure et qui serait reconnaissable entre 10 000. À ce moment-là, il fait également ses premières apparitions au cinéma. Il joue dans les films tournés à Hollywood comme Pennies from Heaven, Artists and Models, Dr. Rhythms.
ou encore dans Going Places, où il incarne un garçon d'écurie trompettiste qui n'arrive à stimuler les chevaux que grâce à sa trompette. Au milieu des années 30, Louis Armstrong doit se produire en concert à Philadelphie. Seulement, sa lèvre supérieure est de plus en plus abîmée. Il y a cette grosse boursouflure, une craquelure qui est apparue maintenant. Il souffre le martyre. Son manager, qui s'appelle Mez Mezzrow, qui est lui-même clarinettiste, se souvient de Louis dans sa loge, tentant de percer ses lèvres avec une aiguille et d'enlever les peaux mortes afin qu'elles ne restent pas collées à l'embouchure de la trompette. Lorsqu'il monte sur scène, le trompettiste hurle de douleur intérieurement. Évidemment, extérieurement, on n'y voit rien. On ne se doute de rien et la salle est pleine à craquer. L'orchestre commence à jouer Them Dear Hayes et Louis porte sa trompette à ses lèvres. Et là, on retient son souffle, si je puis dire. Le contact de l'embouchure sur ses lèvres lui fait l'effet d'une brûlure. Dans les coulisses, son manager l'observe, le ventre noué. Jamais, se dit-il, jamais il n'arrivera au bout de ce concert. Louis se met à souffler comme s'il s'arrachait le cœur, raconte Mez Mezzrow. Dans les notes vibrantes qui sortaient de ses pauvres lèvres torturées, on croyait entendre l'agonie d'une âme se traînant sur la route du jugement dernier, implorant le secours des siens. Chacun est là le souffle court. Moment crucial du concert, Louis doit atteindre son célèbre contrefa, cette note ultra aiguë, une note que d'habitude, autrefois, si je puis dire, il faisait avec une facilité déconcertante. Cette fois, tout le monde est persuadé qu'il n'y arrivera pas. Les dernières mesures semblent interminables. Les lèvres du trompettiste saignent. Dans son livre qui s'appelle « La rage de vivre », Mezzrow raconte « Louis commença cette torturante montée vers le contrefa par des notes agonisantes, étranglées, ruisselantes de sang. Il luttait sans répit, suait le sang, et ce qu'il sortait de sa trompette était moins de la musique que le cri sauvage et terrible des perdus et des damnés. L'orchestre essayait de le soutenir en chemin, lui offrant tout son appui, et puis, avec ce qu'il lui restait de souffle dans tout l'effort de son cœur, de son âme, de ses entrailles déchirées, Louis sortit le contrefa, à la seconde précise où ses nerfs allaient craquer. Un immense frisson parcourut l'auditoire, toute la salle frémit, puis éclata en applaudissements frénétiques. Et lorsqu'après le concert, son manager va le voir dans sa loge, Louis lui lance avec un grand sourire « Ça a été une vache de bagarre, mon vieux, mais qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est la vie. » avec ce rire qui est le rire de Louis Armstrong. Et malgré la douleur, il ne s'arrêtera jamais, même lorsque 40 ans plus tard, son médecin lui interdira formellement de le faire. La musique, c'est sa vie, dit-il. La vie, c'est de souffler dans cette trompette. D'ailleurs, en ce milieu des années 30, il n'en est qu'au tout début de ses grands succès. Bonjour Eva Rock. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Frédéric Goati. Bonjour Franck, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons poursuivre la carrière d'Armstrong, si je puis dire. Un mot de technicien sur ce qui lui arrive. C'est fréquent qu'un trompettiste comme ça soit affligé d'une blessure aux lèvres. Alors, je suis pas un technicien, un spécialiste de la trompette en elle-même, du jouage de trompette, on va dire. Mais ça arrivait sans doute plus souvent à cette époque où il y avait peut-être moins de conservatoires, moins d'endroits pour apprendre à jouer comme il faut de la trompette. Oui, voilà. Oui. Comme il faut au point de vue technique. Bien sûr. C'est pour ça que Louis Armstrong lui est arrivé ces choses-là assez tôt dans sa vie et qu'aujourd'hui des trompettistes peuvent jouer plus longtemps sans se faire mal. Parce qu'on est d'accord, les notes qu'il sortait restait absolument extraordinaire. Et même cette fragilité acquise finissait par donner à ses interprétations un supplément d'âme, Eva Rock. Oui, qui portait aussi avec sa voix, en fait, avec le scat dont vous parliez. En fait, il avait d'abord érigé le solo en exercice jazz incroyable, parce que c'est quand même lui qui a mis ça sur le devant de la scène. Ces exercices solo, on a découvert les instruments. Et puis, quand ses lèvres étaient trop blessées et qu'il s'est mis à chanter et qu'il s'est mis à scatter, c'était avec la même émotion, avec la même rondeur. C'est comme si, en fait, sa voix devenait l'instrument dont il ne pouvait plus jouer exactement avec le même souffle, et c'est absolument incroyable. Et les duos notamment avec Ella Fitzgerald qu'il a ensuite entamé, c'était deux voix à l'unisson absolument, en tout cas moi qui m'émeuvent énormément. Fred Goati. Les plus grands musiciens de jazz, de toute manière, à travers leur phrasé, cherchent à se rapprocher du phrasé des chanteurs. Ça, c'est vraiment un grand classique, si j'ose dire, de l'histoire du jazz. La trompette épouse la voix d'une certaine manière. Exactement, et c'est flagrant, c'est éblouissant chez Louis Armstrong, peut-être plus que chez tous les autres instrumentistes de l'histoire du jazz, ce côté chantant de son phrasé. Oui.
il n'y a quasiment pas de couture entre l'instrument et l'instrument vocal, Exactement. d'une certaine manière. Il abolit les rigueurs mécaniques de son instrument, ce qui est très très rare en fait. Au piano, il y a sa femme, souvent. Ah oui, Lil Hardin. Lil Hardin. Qui est donc devenue Lil Armstrong. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, elle a fait beaucoup pour sa carrière. Elle lui a dit, il faut que tu ailles à New York. Et c'est très important dans la vie de Louis Armstrong, ça. Alors, il faut préciser qu'elle a été pianiste des Hot Five, et puis qu'après, elle a laissé sa place à un génie du piano, Earl Hines, avec lequel, d'ailleurs, Louis Armstrong va enregistrer un des tout premiers, ça se faisait pas beaucoup à cette époque-là, dans les années 30, duo de l'histoire du jazz, piano, trompette. Et ce qui est étonnant, quand vous l'écoutez aujourd'hui, ça a été enregistré sur des 78 tours avec des techniques sonores évidemment un petit peu dépassées aujourd'hui. L'orchestre ne nous manque pas. C'est dire la puissance rythmique et mélodique de ces deux génies, Earl Hines et Louis Armstrong. Alors une petite anecdote aussi, hélas, sur la femme de Louis Armstrong, qui était la deuxième. Il avait d'abord épousé une prostituée avec qui il n'arrêtait pas de se battre, qui lui jetait des briques sur la tête quand il rentrait trop tard à la maison. En tout cas, cette pauvre Lil Ça, c'est pour Armstrong... ceux qui nous rejoindraient en route et qui Voilà. auraient oublié qu'il était d'une origine vraiment très difficile. Ah oui, il a vécu dans un quartier difficile. Et bien donc, pour revenir à Lil Armstrong, elle est morte sur scène, à son piano, en août 1971. Et tenez-vous bien, hélas, lors d'un concert à la mémoire de... Nouvelle-Orléans, cet après-midi, vous recevez Frédéric Goati, directeur de la rédaction de Jazz Magazine, et Eva Rock, qui est journaliste, que vous entendez sur Europe 1 tous les matins à 7h-10 dans À la télé ce soir, dans Rien ne s'oppose à midi, tous les jours de midi à midi et demi, et Les Petits Pas dans l'écran, c'est de 19h à 20h tous les samedis. En fait, vous êtes une des voix Je suis désolée. omniprésentes d'Europe 1, Eva Rock. On aimerait que cette musique se prolonge tout l'après-midi. On parlait de swing là tout à l'heure. Il y a une maîtrise extraordinaire, Fred Goati, dans ce West End Blues. Oui, puis il y a surtout, c'est une véritable innovation parce que c'est la première fois qu'on entend un musicien sortir comme ça du groupe, du relatif anonymat de l'improvisation collective. S'imposer. Et puis il se met comme ça, au devant de la scène. C'est quasiment un concerto, disons. Et c'est un appel. Me voilà, je suis Louis Armstrong et je consente en quelques notes de trompette, en quelques secondes, quasiment toute l'histoire du jazz parce que cette intro de West End Blues, à chaque fois que je l'entends, et je vais vous faire une confidence, je l'ai pas forcément découverte cette intro très jeune, je l'ai découverte plus tard, quand j'avais déjà écouté beaucoup d'autres morceaux de jazz et ça m'a apparu comme être quelque chose de totalement lumineux. Je dis mais voilà, il est là le jazz, il vient de là. C'est un peu le Big Bang, la théorie du Big Bang. Bah là voilà, c'est vraiment les premières secondes de l'expansion de l'univers du jazz. C'est cette intro. Le morceau étalon sur lequel tout le monde est venu plus ou moins. Oui, même l'intro de ce morceau. L'intro, ouais. Le morceau est sublime. Tout ce qu'a enregistré le Hot Five à cette époque-là, c'est la pléiade du jazz. C'est sublime. Mais cette intro est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que la trompette s'impose. C'est du solo qu'on entend. Oui, ce qu'on n'entendait pas jusqu'à présent, voilà. en fait. C'était vraiment les brass bands, l'orchestre en entier qu'on écoutait. Et là, il fait sortir l'instrument par instrument. Et pas n'importe quel instrument, en plus, oui, la trompette. exactement. C'est pas une évidence. C'était pas une évidence. Et je trouve ce qui est intéressant avec cette culture du solo, c'est qu'en fait, nos oreilles commence à entendre la musique autrement, c'est-à-dire que nous aussi, on commence à disséquer les morceaux de musique en écoutant instrument par instrument. Et vous pouvez faire aujourd'hui cet exercice si vous écoutez un trio, par exemple, ou un quartet. Vous faites l'effort d'écouter instrument par instrument et vous allez voir comment la musique est tellement riche de tout ça, quoi. Et je pense que c'est vraiment Louis Armstrong qui nous a appris cette façon d'écouter, en fait, ce qui était encore de la musique vraiment en brass band. On va connaître à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée des Américains sur le vieux continent, dans le vieux monde, on va connaître aussi ce jazz de ce côté-ci de l'Atlantique. Est-ce qu'on peut dire que dans les années 30, le jazz s'est définitivement imposé aux États-Unis ? Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Oui, alors là, c'est presque, on peut dire que c'est une musique populaire. C'est l'ère du swing. Omniprésente. Ah oui, c'est vraiment, en tout cas dans les grandes villes. Vous en parliez tout à l'heure, à Chicago, à New York et à la Nouvelle-Orléans. Bien sûr que ça s'impose. Bien sûr que les gens sortent pour aller écouter du jazz. Et puis ça arrive en Europe aussi. Oui. C'est dans les années 40, c'est un peu plus tard, mais 48, c'est le premier festival de jazz à Nice, par exemple. Ouais, après cette guerre-là, évidemment, les Américains sont arrivés avec des pianos. Oui. On avait eu l'occasion de faire ici même une émission sur les fameux pianos
de la liberté, hein, ces centaines de pianos qui avaient été parachutés au sens propre par les Américains pour accompagner en quelque sorte les troupes de libération de l'Europe. C'est une nouvelle musique, c'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle culture qui va littéralement envahir l'Europe. Oui. Là, pour l'instant, on est quand même de l'autre côté de l'Atlantique et dans une société qui n'est pas propice à l'épanouissement des Noirs, Eva Rox, il faut le dire. Pas du tout. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de controverses quant à l'engagement politique de Louis Armstrong, où on lui a souvent reproché de jouer devant ce qu'on appelle un public ségrégationniste, parce qu'il y avait des Noirs et des Blancs. En fait, il n'était pas très marqué, lui, politiquement. Il n'était pas très marqué parce qu'il ne voulait pas en faire état, parce qu'il pensait qu'il y avait son engagement politique, ses convictions, et puis son côté artiste, et il ne voulait pas tout mélanger. Deux, oui. Donc souvent, certains l'ont traité d'oncle Tom, Louis Armstrong. C'était quand même, on lui a beaucoup fait ce reproche-là, et en fait, au fur et à mesure, on a compris qu'il avait notamment apporté son soutien financier au mouvement des droits civiques et en particulier à Martin Luther King. En 1956, alors c'est beaucoup plus tard, mais en 1956 par exemple, il se révolte contre Eisenhower parce qu'il y avait 6 élèves blancs qui avaient été refusés dans un collège, 6 élèves noirs qui avaient été refusés dans un collège blanc. Donc il intervient et décide de ne pas jouer d'ailleurs en Russie, un concert qui avait été organisé par l'État américain pour protester justement contre cette politique ségrégationniste. Donc quelque part, il était quand même impliqué politiquement, mais on l'a toujours présenté comme quelqu'un sans grande conviction politique. Oui, Fred Goetti. C'est pareil, quand j'étais petit, que je voyais Louis Armstrong à la télévision ou en photo, il m'impressionnait beaucoup, ce sourire, il m'intimidait. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis que ce sourire, qui est littéralement désarmant, c'était une sorte de barrage, son barrage à lui contre la haine. Et je m'étonne qu'on... L'élégance, la précision, le sourire... Oui. L'harmonie. Et c'est comme ça qu'on s'impose. Et je m'étonne finalement qu'on se soit étonné à l'époque du pseudo manque d'implication de Louis Armstrong, parce que être noir aux États-Unis, jouer du jazz, c'est déjà une forme d'implication. Ça ne va pas de soi toujours, même encore aujourd'hui, et encore plus évidemment autant de Louis Armstrong. Et ça, c'est absolument bouleversant. Ce sourire est bouleversant et la meilleure réponse à la bêtise, je trouve. Oui, et peut-être aussi le meilleur moyen de faire progresser autour de lui, avec lui, d'autres artistes, d'autres personnalités. C'est un peu progressivement l'Amérique noire qui s'impose avec des figures comme Louis Armstrong. Exactement, et à sa suite, après tous les autres, on va rester juste dans la trompette par exemple, pas de Miles Davis sans Louis Armstrong, Bien par sûr, exemple. Oui. Alors justement, nous avons fait plusieurs incursions dans les années 50 et même 60 depuis le début de cette émission, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la carrière d'Armstrong est très longue. Ça commence dans les années 20 et ça continue jusqu'à la fin des années 60. C'est quand même extraordinaire. Oui, tout à fait. Et en plus, sans trou. Il a toujours eu du succès. Alors bien sûr, les premiers amateurs de jazz, les puristes, étaient un petit peu déçus parce qu'il est devenu plus un entertainer qu'un simple, qu'un musicien de jazz, qu'un trompettiste de jazz. Mais bon, voilà, il a eu un manager qui s'appelait Joe Glaser, qui l'a emmené dans d'autres terrains. Il est devenu plus entertainer. Lui, c'est toujours considéré comme étant un homme de spectacle, un entertainer. Il n'y avait rien de mal à ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la trompette, c'est pas facile. Il en jouait moins à une époque. Il est devenu plus... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est... de chanteur. Il est chanteur avant d'être trompettiste. On va l'entendre chanter dans un instant. Ce monde est tellement merveilleux. Armstrong, il y a toute une histoire derrière cette chanson, en fait. Où il a failli ne pas avoir d'histoire du tout, puisque le patron de RCA, le label pour lequel cette chanson était enregistrée, était farouchement contre. Elle est coécrite, cette chanson, par un monsieur qui s'appelle Bob Thiel et un autre qui s'appelle David Weiss. Et Bob Thiel, lui, était un producteur de jazz très célèbre dans les années 60, qui a produit notamment John Coltrane, vous voyez, donc des musiciens très différents. Et il avait une admiration sans borne pour Louis Armstrong. Ils avaient donc écrit à quatre mains une chanson pour lui. Ils ont été lui proposer. Lui, il a dit « Ok, Pops, je vais la faire, cette chanson », parce qu'on l'appelait Pops, mais lui a appelé tout le monde Pops. Et sauf que donc, le patron de RCA trouvait ça nul. On peut pas faire ça à Louis Armstrong. Ah ben non, Louis Armstrong, il faut qu'il chante du jazz, des morceaux rythmés. Il venait de faire Hello Dolly, par exemple. Une balade avec des violons, ça ne marchera jamais. Enregistrez-la si vous voulez. Trop lent, trop élégiaque. Voilà, ça ne marche pas. Donc il est quand même venu à l'enregistrement pour voir. Il est devenu encore plus furieux. Il a failli faire tout arrêter. Et ce fameux Bob Thiel lui a dit « Écoutez, vous voulez vraiment être le premier homme qui renvoie Louis Armstrong d'un studio? Vous voulez rester dans l'histoire de la musique pour ça ?» Il dit « Ok, il est parti. » Il a quand même un petit peu, excusez-moi ce mot, pourri la promotion du morceau, qui a eu très peu de succès quand il est
sorti aux États-Unis. En revanche, dans le reste du monde, en Angleterre, en France et même en Afrique du Sud, ce morceau a eu un succès phénoménal. Il a fallu faire un album qui s'appelait What a Wonderful World. Le patron de RCA était toujours contre, voulait donner que $500 à Louis Armstrong et à son manager. Là, les choses se sont envenimées. Il a quand même fait un chèque de 25 000 euros. Et depuis, ce morceau est entré dans l'histoire. Il a eu beaucoup de succès 25 ans après, puisqu'on l'entendait dans le film Good Morning Vietnam, je crois. Oui, donc, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une chanson très ambivalente, avec un sens, plusieurs sens. On si peut je puis presque dire. la prendre au second degré. C'est ça, qu'un exactement, homme qui a autant souffert chante que le monde est merveilleux en pleine guerre du Vietnam où le monde allait très très mal. C'est lumière au fond aussi de la pour nuit ça, ou l'inverse. oui, Oui. que Bob Thiele l'avait écrite pour une chanson qui allait à contre-courant des chansons engagées de l'époque. Vous dites qu'en France, la chanson a eu un grand succès. Il faut dire que Louis Armstrong a eu un rapport très privilégié avec la France et avec les Parisiens en particulier. Ah oui, Et c'est alors- si bon, la vie, Ah oui, voilà. la vie en rose, évidemment, à travers ses chansons. Mais c'est vrai qu'il a été très présent en France pendant un an, entre 1934 et 1935. Il a vécu à Paris, il était dans un hôtel Un an situé entier. oui, rue de la Tour d'Auvergne. Et puis c'est là où il a rencontré le critique de jazz Hugues Panassier, avec qui il participa notamment au Festival de Jazz, donc en 48 à Nice. Il y avait Django Reinhardt à cette époque-là, il y avait Stéphane Grappelli, ils se revoyaient régulièrement. Il a enregistré à Paris pour Polydor notamment une superbe chanson qui s'appelle On the Sunny Side of the Street. Et puis les concerts, il les multipliait à la salle Pleyel notamment à Paris. Et puis comme je vous le disais, Festival Sur de la Jazz Côte en d'Azur, 48, voilà, oui. premier festival de jazz auquel il participe. Il y avait aussi Django, il y avait aussi Stéphane Grappelli. Le festival s'est arrêté, il a repris que beaucoup plus tard dans les années 70, mais dans les années 60, il vient aussi au festival de jazz de Juan-les-Pins, par exemple, où ses concerts sont filmés par Jean-Christophe Averty. Vincent Auriol lui a offert un vase de Sèvres, c'est Yves Montand d'ailleurs qui lui avait remis au cours d'une cérémonie. Enfin, il y a un lien avec la France qui est incroyable. Je revoyais une archive avec Denise Glaser qui l'interviewait à l'arrivée d'un avion à Nice, et c'est absolument incroyable, et toujours heureux d'être là avec son sourire immense. Ça fait vraiment plaisir à revoir. On entend Chick to Chick en duo avec Ella Fitzgerald. Enfant de la Nouvelle-Orléans, quand on y va encore aujourd'hui, il est présent, si je puis dire. Hein. Il y a des festivals, il y a des toutes sortes de tous les ans au mois d'août, un festival qui s'appelle le Satchmo Summerfest, par exemple, qui est directement dédié à la mémoire de C'est le roi. Louis Armstrong. On C'est- honore les rois, c'est normal. C'est le King. Il y a également un festival de musique jazz, blues et gospel qui s'appelle le Jazz Fest, qui a lieu du 27 avril au 6 mai prochain. Je dis pour ceux qui voudraient se rendre sur la côte est des États-Unis, vers le sud des États-Unis, il y a ce grand festival. Ça fait partie quasiment des pèlerinages à faire lorsqu'on aime le jazz. D'aller à Fred la Gatti. Nouvelle-Orléans ? Oui. Ah, je le crains, oui. Oui. Oui, ça c'est obligatoire. New York, la Nouvelle-Orléans, Paris quand même, on a la chance aussi. Puis, Un peu Antibes de temps en temps quand un même. peu Ah oui. Antibes, un peu Marciac, un peu Vienne, un peu toute la France en fait. Il y a presque autant de festivals de jazz en France que de fromage, c'est vous dire. Et puis surtout, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont vraiment dans la lignée, dans l'héritage de Louis Armstrong. Hors micro, avec Fred, on parlait notamment de Wynton Marsalis. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, voilà, c'est tout l'héritage que nous laisse Louis Armstrong. Bon, on a chacun nos trompettistes héritiers, préférés. nos Voilà, moi, héritiers. je disais à Fred, j'irai écouter Roy Hargrove, qui est un jeune trompettiste, et j'avais l'impression aussi d'entendre des notes de Louis Armstrong, mais c'est absolument formidable. Sur les conseils d'Eva Rock et de Frédéric Goetti, nous partons dans un instant pour la Nouvelle-Orléans et notre guide s'appelle bien sûr Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et en ce jour de Mardi Gras, il est temps d'aller faire la fête à la Nouvelle-Orléans chez Louis Armstrong. C'est le carnaval qui est à l'honneur avec Lorena Martin aujourd'hui. Vous n'êtes pas déguisée, Lorena. Bah oui, Lorena. Qu'est-ce que vous voulez? alors J'avoue que je suis un peu déçu. Nous sommes tous n'ai un pas peu eu le déçus. temps, moi, on est déçus, C'est Lorena. comme ça. Parmi ces grands carnavals du monde, il y a Rio, il y a Venise et il y a la Nouvelle-Orléans. Il y a la Nouvelle-Orléans qui accueille plus d'1 million de visiteurs chaque année. Il se déroule entre l'Épiphanie et Mardi Gras, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment l'apogée. Les parades sont là de 8h à minuit, et on raconte que Jean-Baptiste Lemoine, sieur de Bienville, explorait le golfe du Mexique en 1699 et avec son équipage, ils se sont rendus compte qu'on était Mardi Gras ce jour-là et ont décidé de le célébrer. Mais le premier vrai Mardi Gras d'Amérique, on va dire, organisé comme une grande célébration, date de 1703 à Fort-Louis de la Louisiane, qui était la première capitale de la Louisiane française, qu'on appelle aujourd'hui Mobile.
Donc là, 1703, Oui. on commence à faire vraiment le à fêter carnaval. carnaval. Voilà, fêter carnaval. C'est- Ce sont des défilés costumés, des parades qu'on appelle les crews, qui sont des sortes de confréries qui organisent ces défilés. Il y a aussi des chars bariolés, des élections de rois et reines du carnaval, des balles, des concerts. C'est vraiment toute la ville qui se met en joie et on lance à la foule des colliers de perles, des bonbons, des pièces d'or. Il faut vraiment s'y rendre. Vous avez des C'est très adresses à coloré. nous conseiller? Il y a quelques adresses. Il y a notamment Mardi Gras World, qui est un musée dans lequel sont exposés de nombreux chars de Mardi Gras des années précédentes. Et il y a aussi le petit musée du Mardi Gras du restaurant Arnaud's, qui est situé dans le célèbre French Quarter, et où sont présentés les costumes des rois et reines de carnaval passés. Et on y voit aussi beaucoup de photographies d'époque et des masques de carnaval. Et pour rebondir à notre sujet, il faut savoir que Armstrong avait été couronné roi des Zoulous à la Nouvelle-Orléans en 1949. Eh bien voilà, tout est dit. Si avec ça, vous n'avez pas envie maintenant de partir pour la Nouvelle-Orléans, nous ne pouvons plus rien pour vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec un retour aux origines de circonstances aujourd'hui, Franck, puisque vous revenez sur Les les origines du origines carnaval, de c'est la, ça de Non. la trompette. Ah, de la trompette. On veut pardon. tout savoir sur la trompette et sur le terme trompette. Ça apparaît quand ça? Alors, le terme, c'est une autre affaire. La trompette en tant que telle, enfin, l'instrument, le cuivre qui peut s'apparenter à une trompette, on en trouve des traces, vous voyez, sur un certain nombre de bas-reliefs de l'Égypte antique. On en a dans le tombeau de Toutankhamon, notamment. Chez les Grecs, le salpinx, vous savez, c'est cette trompette olympique sert pour marquer les grandes circonstances, Ah et oui. notamment les circonstances Bien sûr. olympiques, évidemment. Dans l'Iliade, Homère décrit le son de la trompette comme aussi terrible que le cri d'Achille. Ça nous donne quand même une petite idée de l'harmonie qui devait sortir de cette espèce d'instrument. Bon, chez les Romains, on va voir la trompette, la buccina, utilisée à des fins de représentation, à des fins militaires aussi, bien entendu. Cette utilité militaire, c'est la même que celle qu'on voit au Moyen-Âge, avec tous ces corps, ce qui sont des corps de combat, etc. On communique les ordres sur le champ de bataille grâce à des trompettes, si l'on ose dire. Pas tout à fait des trompettes. Et à la Renaissance, alors, ça évolue? À la Renaissance, ça devient un véritable instrument de musique au sens propre. D'ailleurs, un peu plus tard, on va voir de grands compositeurs composer pour la trompette. Je pense à Jean-Sébastien Bach, c'est une évidence, à Mozart aussi, magnifique concerto, etc. Au cours des 17 et 18e siècles, l'aspect extérieur de la trompette va évoluer, on va rajouter des tubes, et à partir de 1820, la trompette prend la forme que nous lui connaissons, avec les pistons, c'est ce qui fait la particularité même de cet instrument. Au XXe siècle, est-ce que j'ai besoin de revenir sur ce qu'on a fait de la trompette? La trompette connaît une deuxième carrière avec l'émergence du jazz et notamment Louis Armstrong. Voilà, exactement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.